Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de certaines des affaires criminelles les plus choquantes et bouleversantes de ces dernières décennies où chaque nom évoque un drame humain, une tragédie insondable et des mystères qui ont hanté les esprits. Nous explorerons les détails de la vie et des disparitions de Sierra Lamar et de Maddie McCann, deux jeunes filles dont les disparitions ont captivé l'attention du public et laissé leur famille dans un désespoir infini. Nous évoquerons également les meurtres brutaux qui ont coûté la vie à Nadia El-Dib et Emily Ferlazzo, deux histoires marquées par la violence et la trahison, révélant les sombres réalités des relations humaines. À travers l'histoire de John Bennett Ramsey, l'icône des concours de beauté pour enfants, nous revisiterons l'un des cas non résolus les plus intrigants de l'histoire criminelle américaine, où l'innocence et la corruption semblent se côtoyer de manière sinistre. D'autre part, nous découvrirons les affaires de Charles Cullen, un infirmier devenu un tueur en série au sein même du système médical, semant la mort là où il devait y avoir les soins. Le cas de Casey Anthony, quant à lui, nous plongera dans le procès de l'une des mères les plus controversées de l'histoire criminelle, avec une affaire entourée de mensonges et de mystères. Finalement, les histoires de Diane Downs et Emily Esterly nous rappelleront jusqu'où peuvent aller certaines personnes pour commettre l'irréparable, tout en mettant en lumière les questions profondes sur la psychologie humaine et les limites de la justice. À travers ces récits terrifiants et complexes, nous examinerons les détails troublants, les zones d'ombre et les questions non résolues, tout en nous demandant comment ces histoires ont pu bouleverser des vies et marquer à jamais la société. She was the definition of happiness and a person full of life and laughter. Une disparition inquiétante, un passé complexe et une nuit qui va tout changer. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire de Nadia El-Dib, une jeune femme dont la vie a tragiquement basculé. Cette histoire tragique commence comme beaucoup d'autres, une soirée entre amis, une sortie dans un bar, mais ce qui semblait être un samedi soir ordinaire s'est rapidement transformé en une enquête criminelle. Comment cette jeune femme pleine de vie s'est retrouvée brutalement assassinée? Quels événements ont conduit à cette fin tragique? Aujourd'hui, nous plongeons dans les détails de cette affaire glaçante. La disparition inquiétante. Tout commence par un dimanche matin inquiétant. La mère de Nadia, préoccupée de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, commence à la chercher. Nadia n'est pas rentrée de la nuit et son téléphone est éteint. Ce simple fait ne semble pas alarmant au départ car Nadia avait pour habitude de sortir avec ses amis le week-end et parfois de dormir chez elle. Mais il y avait un détail qui, pour sa famille, faisait toute la différence. Nadia ne coupait jamais son téléphone. Même lorsqu'elle passait la nuit à l'extérieur, elle restait toujours joignable pour éviter d'inquiéter ses proches. Raja, la sœur aînée de Nadia, décide de ne pas céder immédiatement à la panique. Elle se rend chez les meilleurs amis de Nadia, pensant que peut-être elle y serait. Mais une fois arrivée, elle constate que la voiture de Nadia n'est pas devant la maison. Un détail qui change tout. Raja sait que sa sœur n'aurait jamais laissé son véhicule ailleurs. La panique commence à monter en elle. Elle frappe à la porte et c'est la mère des amis qui lui ouvre. Raja lui demande si Nadia est ici, mais la réponse est négative. Alors que la mère va réveiller ses filles, Raja s'effondre. Elle sent que quelque chose ne va pas, des larmes coulent silencieusement sur son visage alors que la peur grandit. Retour sur la vie de Nadia. Avant de reprendre ce qui s'est passé cette nuit fatidique, il est important de revenir sur la vie de Nadia. Née au Liban, elle grandit entourée de ses 3 autres sœurs dans une famille aimante. Très jeune, ses parents décident d'émigrer vers le Canada à la recherche d'une vie meilleure. Nadia était connue pour son sourire radieux et sa personnalité pétillante. Ses proches la décrivaient comme la petite boule d'énergie de la famille, toujours souriante et prête à s'amuser. Nadia avait une passion pour le maquillage et la mode. Elle adorait se préparer, toujours impeccable, au point que sa famille l'avait surnommée Kim Kardashian. Mais derrière cette passion pour le glamour, Nadia était aussi une jeune femme ambitieuse. Elle suivait des études de droit avec l'espoir de devenir avocate. Elle rêvait de défendre ceux qui n'avaient pas de voix. Le week-end, Nadia aimait sortir dans les lounges, boire un verre, fumer la chicha et passer du temps avec ses amis. Ces moments de détente étaient une véritable bulle d'oxygène pour elle, surtout après des semaines chargées d'études.
La dernière soirée de Nadia. Ce fameux samedi soir, tout semblait normal. Nadia retrouve ses amis pour une soirée habituelle dans un bar lounge. Elle y passe du temps à discuter, à rire et à profiter de la soirée. Mais vers la fin de la nuit, Nadia prend une décision fatidique. Elle quitte ses amis pour rentrer avec un garçon qu'elle connaissait à peine, Adam. Adam, un jeune homme qu'elle avait rencontré auparavant, proposait de la raccompagner. Nadia accepte, pensant rentrer chez elle sans encombre. Mais cette décision va changer le cours de sa vie à jamais. Vers 3h30 du matin, Nadia appelle une de ses amies, la voix tremblante. Elle lui confie qu'Adam réagit bizarrement. Elle commence à se sentir mal à l'aise en sa présence. Il refuse de la ramener à sa voiture. Nadia panique et demande à son amie de lui parler directement, pensant que cela le dissuaderait de poursuivre ce comportement étrange. Mais après une courte discussion, Adam met fin à l'appel. Ce sera la dernière fois que quelqu'un entendra Nadia. Adam, un homme au passé sombre. Adam, de son vrai nom Abdelrahman, est né en Algérie. Après le divorce de ses parents, il s'expatrie au Canada avec sa mère. Adam était âgé de 21 ans lorsqu'il commence à fréquenter Nadia. Très rapidement, leur relation devient toxique. Adam se montre possessif et manipulateur, imposant à Nadia ses choix vestimentaires et la surveillant constamment. Nadia, fatiguée de cette relation étouffante, décide de le quitter. Après leur rupture, Adam quitte le pays pour travailler à l'étranger, mais il ne parvient jamais à oublier Nadia. Il revient 1 an plus tard, toujours obsédé par elle. Il parvient à la revoir le soir de sa disparition sous prétexte d'une simple conversation. Mais ce que Nadia ne sait pas, c'est qu'Adam a tout prévu. L'enquête et la recherche désespérée. Le lendemain matin, Raja et ses amis partent à la recherche de Nadia. Elle retourne au bar où elle a passé la soirée. À leur arrivée, une découverte glaçante les attend. La voiture de Nadia est toujours garée sur le parking. Cela confirme leurs craintes. Nadia n'a jamais été ramenée comme Adam l'avait promis. Raja contacte immédiatement le meilleur ami d'Adam. Ce dernier révèle qu'il n'a pas revu Adam depuis la veille et qu'il lui avait prêté sa voiture pour 1 heure, mais qu'il ne lui avait jamais rendue. Inquiète, Raja et ses amis commencent à envisager le pire. Soit Nadia et Adam ont eu un accident, soit quelque chose de grave est arrivé. La découverte du corps. Quelques heures plus tard, la réalité frappe de plein fouet. La police est appelée après la découverte d'un corps gisant dans une mare de sang à proximité du domicile d'Adam. Une femme sauvagement poignardée à 40 reprises et abattue de 2 balles est retrouvée sans vie. L'identité de la victime est rapidement confirmée. Il s'agit de Nadia El-Dib. Raja, désespéré, arrive sur les lieux du crime. Un médecin légiste lui annonce la terrible nouvelle. Nadia a été tuée de manière brutale et violente. Sa famille est anéantie. Un meurtre prémédité. L'enquête avance rapidement, des caméras de surveillance captent des images d'Adam et de Nadia ensemble, sortant du bar. Mais les vidéos suivantes sont encore plus accablantes. On voit Nadia, blessée, tenter de descendre du véhicule d'Adam. À ce moment-là, Adam sort une arme à feu et tire à 2 reprises. L'autopsie révélera que Nadia avait déjà reçu 40 coups de couteau avant d'être abattue. Adam avait donc planifié ce meurtre, il avait acheté son arme légalement et s'était entraîné plusieurs fois dans un stand de tir. Les enquêteurs concluent alors que ce crime était prémédité. Les leçons tragiques d'une vie volée. L'histoire de Nadia El-Dib est profondément tragique. C'est une histoire qui nous rappelle à quel point la vie peut être fragile et combien les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences terribles. Nadia, pleine de vie et d'ambition, n'aurait jamais imaginé que la personne à qui elle avait accordé un peu de confiance allait se révéler être son bourreau. Elle a été trahie par quelqu'un qui, sous le masque de l'affection, cachait une obsession destructrice. Ce drame pose une question poignante sur la nature humaine. Jusqu'où peut aller la jalousie, la possessivité et la soif de contrôle? La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est que certaines personnes cachent des ténèbres intérieures que l'on ne perçoit pas immédiatement. Parfois, derrière le sourire d'une connaissance ou d'un prétendant se trouve une âme tourmentée, capable du pire. Il est crucial pour toutes les jeunes femmes de comprendre l'importance de ne jamais sous-estimer les signes avant-coureurs d'une relation toxique. Si quelqu'un essaie de contrôler, de manipuler ou de vous priver de votre liberté, ce n'est pas de l'amour, mais de la domination. Ne vous sentez jamais obligé de rester avec quelqu'un par peur ou par pression. Il est essentiel de faire confiance à son instinct et de poser des limites claires, même avec les personnes que l'on pense connaître. Nadia nous rappelle que la confiance ne doit jamais être accordée à la légère. Malheureusement, elle a payé de sa vie pour cette leçon. Mais son histoire, aussi déchirante soit-elle, peut servir à sensibiliser et à prévenir d'autres drames. Soyez prudente, écoutez votre intuition et entourez-vous de personnes qui vous respectent pour qui vous êtes et non pour ce qu'ils veulent que vous soyez.
En mémoire de Nadia El-Dib, une jeune femme qui ne méritait pas un tel destin, et pour toutes celles qui luttent encore contre les ombres du contrôle et de la manipulation, que son histoire continue de résonner comme un appel à la vigilance et à la force intérieure. Emily est venue au monde le 25 juillet 1999, fille de Randy et Adrienne. Bien que ses parents se soient séparés, ils ont maintenu une bonne relation. Emily a grandi entourée d'amour dans une famille recomposée. Ses parents s'étant chacun remariés, lui offrant ainsi de nombreux demi-frères et demi-sœurs avec qui elle a noué des liens étroits. Elle choisit de vivre avec sa mère et son beau-père David. Aimée et entourée, Emily a également excellé dans ses études. Après avoir obtenu son diplôme, elle est devenue infirmière, une profession qu'elle affectionnait profondément car elle aimait prendre soin des autres. L'année 2020 fut marquée par des drames. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, d'autres ont vu des êtres chers s'en aller et beaucoup ont été séparés de leur famille. Cependant, Emily ne s'attendait pas à être confrontée à une fin aussi tragique. Un amour sans âge. Emily fit la rencontre de Joseph malgré une grande différence d'âge. Alors qu'elle était dans la vingtaine, Joseph avait déjà franchi la quarantaine. Mais pour eux, l'amour ne connaissait pas de limite d'âge et ces 20 ans d'écart ne les empêchèrent pas d'investir pleinement dans leur relation. Quelques mois plus tard, le 12 octobre 2020, ils décidèrent de se marier, aspirant à une vie stable. Ensemble, ils adoptèrent un chien qu'ils nommèrent Remington. Tout sembla s'accélérer pour eux. En l'espace de quelques mois, leur rencontre, leur mariage et leur nouvelle vie à deux prirent forme. En octobre 2021, alors qu'Emily n'a que 22 ans et que Joseph en a 42, un projet audacieux émerge. L'achat d'un bus Chevrolet qu'ils envisagent de transformer en camping-car dans le but d'explorer les paysages enchanteurs du Vermont. Le 11 octobre, leur van est enfin achevée, prête à les emmener pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Avec enthousiasme, ils quittent le New Hampshire et prennent la route, se dirigeant vers un lieu prisé des amateurs de van life à seulement 2 heures de là. De la romance à la discorde. Cependant, ce qui devait être une évasion romantique se métamorphose rapidement en un véritable cauchemar. Le lendemain, alors qu'ils roulent sur des routes désertes, une dispute éclate, remplie de tensions. Emily, désespérée, demande à Joseph à plusieurs reprises de s'arrêter pour qu'elle puisse descendre. Mais Joseph, inquiet pour sa sécurité, refuse, sachant qu'ils sont perdus dans une contrée qu'il ne connaît pas. Face à cette impasse, Emily rétorque avec fermeté qu'elle n'hésitera pas à appeler un Uber pour regagner son domicile. Emily, déterminée, finit par convaincre Joseph de s'arrêter et de la laisser sur le bord de la route, persuadée que cet acte leur permettrait de respirer un peu chacun de leur côté, d'apaiser les tensions qui avaient pris le dessus. Joseph, pensant que cette décision serait bénéfique, reprend la route, observant dans le rétroviseur Emily s'éloigner à pied. Il se dit que, sur cette route désertique, elle ne trouverait jamais de service Uber, qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'il reviendrait la chercher une fois que la pression serait retombée. Le silence inquiétant. En attendant, il décide de faire un tour par un magasin. Après avoir fait ses courses, il repart pour retrouver Emily. Arrivant à l'endroit où il l'a déposée, il constate avec inquiétude qu'elle a disparu. Il tente de la joindre par téléphone et par message, mais le silence règne. À ce moment précis, Emily ne répond plus à personne, ni à Joseph, ni à ses proches, avec qui elle échange habituellement des nouvelles de son road trip. Généralement si connectée, elle ne publie plus rien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou WhatsApp, laissant planer un mystère inquiétant. Le 18 octobre 2021, une semaine après leur départ, Joseph rentre chez lui, seul, au volant d'une Jeep rouge, ayant abandonné le camping-car. La famille d'Emily, de plus en plus préoccupée par la situation, s'interroge sur ces événements récents. Ils n'hésitent pas à questionner Joseph une nouvelle fois. Ce dernier leur fait part de la dispute qui a lieu, expliquant qu'Emily est descendue du van et qu'il n'a depuis plus reçu aucune nouvelle d'elle. L'inquiétude croissante. Les parents d'Emily prennent la décision urgente de se rendre à la police pour signaler sa disparition. Un avis de recherche est aussitôt lancé. Connaissant bien leur fille, ils savent qu'après une dispute, elle aurait immédiatement regagné leur domicile et sans hésitation aurait pris contact avec eux. Il est impensable qu'elle prenne le risque de les inquiéter. La dernière fois qu'Emily a été aperçue vivante, c'était dans un Airbnb à Bolton. À ce moment-là, ses parents n'envisagent pas encore le pire. Leur seule préoccupation est d'avoir de ses nouvelles. Ils imaginent qu'elle pourrait avoir été impliquée dans un accident et qu'elle se trouve probablement hospitalisée. Il se dirige alors vers la route 2 de Bolton, retraçant son parcours.
Constatant que la route traverse une forêt dense, il réalise qu'un hélicoptère de police serait nécessaire pour les aider dans leurs recherches. De son côté, la police commence à interroger les proches d'Emily en commençant par Joseph. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à le questionner, ils s'aperçoivent avec stupeur que Joseph a également disparu et que personne ne sait où il se trouve. Révélation troublante. Spencer, un ami de Joseph, décide de contacter la police pour livrer une révélation troublante. Il explique que Joseph, peu de temps auparavant, était avec lui dans son véhicule et lui a avoué avoir tué Emily, précisant que son corps se trouvait dans le van, raison pour laquelle il a dû s'en débarrasser. Intrigué et inquiet, Spencer lui demande où il a laissé ce van. Joseph répond qu'il l'a abandonné dans une petite ville, à Saint-Alban, devant une maison. Prudent, Spencer demande à Joseph de descendre de son véhicule avant d'alerter immédiatement les autorités. À cet instant, Joseph devient le principal suspect dans la disparition d'Emily et la police change son approche, se mettant désormais en quête du corps d'Emily plutôt que de l'espérer vivante. Les enquêteurs se rendent à l'adresse fournie par Joseph à Spencer et découvrent le van stationné. Cependant, ils se trouvent dans l'impossibilité d'entrer sans mandat de perquisition délivré par le procureur. Ce mandat prend du temps à arriver. Pendant ce temps, un policier effectuant tranquillement ses courses aperçoit Joseph dans la même boutique. Intrigué par son calme apparent, il s'approche de lui et engage la conversation. Après un échange qui le laisse perplexe, le policier demande à Joseph de le suivre au commissariat et ce dernier acquiesce sans résistance. L'aveu macabre. Dans le premier interrogatoire, Joseph se dévoile sans détour, avouant non seulement avoir tué Emily, mais révélant également l'horreur de l'avoir démembrée. Il déclare que tout n'était que mensonge, qu'il n'a jamais déposé Emily où que ce soit. Selon lui, dès le premier jour de leur road trip, elle était déjà morte. Il raconte que tout a débuté par une dispute, une escalade de tension où Emily, dans un excès de colère, l'a agressé physiquement, lui assénant des coups, dont un particulièrement douloureux à ses parties intimes. Après cet affront, elle s'est retournée se coucher, mais Joseph ne parvint pas à digérer cette brutalité. Sous le coup de l'émotion, il se rend à l'arrière du van, saisit son arme et tire une fois en plein front, réalisant instantanément l'horreur de son acte. Ne supportant pas de croiser le regard d'Emily, il recouvre son visage d'un sachet poubelle. Il dispose ensuite son corps dans les toilettes du van avant de se rendre dans un restaurant où il dîne avec sa sœur, feignant la normalité. À l'évidence nerveux, il répond à sa sœur, inquiète de l'absence d'Emily, qu'ils se sont disputés et qu'elle a choisi de rester dans le van. Joseph se dirige alors vers Saint-Alban, l'endroit où le van a été retrouvé. Un choix délibéré car il sait qu'un ami à lui est en vacances et donc absent. Une fois sur place, il attend la nuit pour commencer l'ignoble tâche de démembrer Emily. Le lendemain, il abandonne le van, laissant derrière lui la scie et l'arme. En parallèle, la police reçoit enfin le mandat de perquisition et pénètre dans le van. Les policiers sont confrontés à une scène d'une horreur inimaginable. Plusieurs sachets poubelles noirs, alignés et scellés, dont 2 se sont ouverts, révélant une main et un bras. La justice implacable. Joseph est immédiatement arrêté et incarcéré. Les procureurs annoncent que Joseph Verlazo est accusé du meurtre de sa femme, Emily, qu'il aurait démembrée lors d'un voyage d'anniversaire dans leur camping-car. Lors de sa première comparution devant le tribunal, une vidéo de sa confession aux enquêteurs est diffusée. On l'entend déclarer « Je me suis levé, je l'ai attrapé et je lui ai tiré dessus ». Finalement, Joseph est condamné à la réclusion à perpétuité et doit verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille d'Emily. Le fait divers tragique de Joseph Verlazo et le meurtre de sa femme Emily évoque des similitudes avec l'affaire de Gabby Petito, où une jeune femme pleine de vie a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Dans les 2 cas, des révélations qui paraissent normales ont rapidement révélé une réalité sombre et inquiétante, soulevant des questions profondes sur la nature humaine et la violence au sein des relations interpersonnelles. Dans les 2 histoires, des signes de tension émotionnelle et de violence latente sont présentes. Joseph Verlazo a avoué avoir tué Emily à la suite d'une dispute qui a dégénéré, tandis que Gabby Petito a été victime de violences physiques infligées par son partenaire, Brian Laundrie. Ces événements nous montrent à quel point la violence peut se cacher sous la surface des relations, même celles qui semblent saines. Cela nous pousse à réfléchir à la fragilité des liens humains et à la façon dont les émotions comme la colère et la frustration peuvent conduire à des actes tragiques. La violence domestique, souvent minimisée ou ignorée, apparaît clairement dans ces 2 affaires. Dans le cas de Gabby, plusieurs témoins avaient signalé des incidents de violence entre elle et Laundrie, mais peu d'actions concrètes ont été entreprises pour l'aider. De même, on peut se demander s'il y avait des signes de tension dans la relation entre Joseph et Emily qui auraient pu être pris au sérieux.
Cela soulève des questions sur notre capacité collective à reconnaître les signes avant-coureurs de la violence et à agir pour les prévenir. Ces tragédies mettent également en lumière la fine ligne entre l'amour et la possession. Les différentes relations ont été marquées par des dynamiques de pouvoir où les partenaires ont exercé un contrôle l'un sur l'autre. Cette dynamique peut transformer l'amour en quelque chose de destructeur où la jalousie et le ressentiment prennent le pas sur la compréhension et la compassion. Nous devons réfléchir à notre responsabilité collective. Dans le cas de Gabi, l'attention médiatique et le soutien de la communauté ont révélé la violence domestique, mais ce soutien est souvent trop tardif. De même, la famille d'Emily a été déconcertée par les événements tragiques entourant sa disparition. Ces situations nous rappellent l'important de créer un environnement où les victimes se sentent en sécurité pour parler et où les signes du danger sont pris au sérieux. En conclusion, tant l'affaire de Joseph Ferlazzo que celle de Gabi Petito révèlent des vérités troublantes sur la nature humaine. Elles soulignent l'importance de prêter attention aux signes de violence et de manipulation dans les relations, ainsi que la nécessité d'une sensibilisation collective. Ces tragédies nous rappellent que nous devons rester vigilants face aux nuances des relations humaines et travailler ensemble pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une affaire tragique qui a bouleversé une communauté paisible en Californie. Fremont, une ville connue pour son calme et sa proximité avec la Silicon Valley, a vu ce calme brisé en mars 2012 par la disparition inquiétante d'une jeune fille de 15 ans, Sierra Lamar. Derrière les apparences d'une vie normale se cachent souvent des drames que l'on n'aurait jamais imaginés. Nous allons aujourd'hui vous raconter cette histoire, celle d'une famille brisée, d'une adolescente aimée de tous et d'une enquête qui a tenu en haleine toute une nation. On va se rendre dans la ville de Fremont, qui est une ville située dans le comté d'Alameda, dans la région de la baie de San Francisco, en Californie. Elle fait partie de la région métropolitaine connue sous le nom de la Silicon Valley, où de nombreuses industries y sont implantées, en particulier dans le domaine de la haute technologie et de la fabrication. On y retrouve notamment l'usine Tesla, qui est l'une des plus grandes usines de fabrication d'automobiles électriques au monde. C'est une ville calme où il fait bon y vivre. Toutefois, en mars 2012, un événement va se produire et chambouler ce calme apparent. Nous allons nous attarder sur la famille Lamar, dont le père Steve est ingénieur en informatique et la maman se nomme Marilyn. Ils ont une première fille qu'ils appellent Danielle, et puis vient au monde la petite Sierra, née le 19 octobre 1996, et c'est sur elle que va se concentrer la vidéo. La famille Lamar a traversé des hauts et des bas, mais les parents faisaient de leur mieux pour offrir la meilleure enfance à leurs deux jeunes filles. Jusqu'au jour où Steve, le père, commet l'irréparable. Ces petites filles décident un jour de convier leurs amis d'école à la maison. En rentrant chez elles, une des filles invitées s'est plaint à ses parents avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de Steve, le père de Sierra. La police est immédiatement avisée. Steve reconnaît et sera incarcéré durant 1 année. Marilyn, son épouse, est écœurée parce qu'elle entend et demande immédiatement le divorce durant la détention de Steve. Quelque temps après sa séparation, Marilyn retrouve un autre homme et vit paisiblement à ses côtés. Contrairement à leur maman, Daniela et Sierra refusent de tourner le dos à leur papa. Elles ont toujours crié haut et fort que leur père n'a jamais été abusif avec elles et qu'il les a toujours respectées et aimées et qu'il était inconcevable qu'elles ne leur pardonnent pas. Les filles continuent de grandir et optent pour le lycée Washington qui se trouve à proximité de leur domicile. Elles étaient toutes deux très studieuses. Sierra en particulier était très appréciée dans son école, elle illuminait les autres avec sa joie de vivre, elle faisait partie de ces filles connues au lycée. Tout le monde la connaissait et la respectait. La vie de Sierra était paisible jusqu'à octobre 2012, mois où sa maman Marilyn décide d'emménager à Morgan Hill qui se situe à 70 km de Fremont à la suite de la mutation de son mari. Son niveau de vie a alors changé car son beau-père qui travaille dans le bâtiment n'avait pas les mêmes revenus que Steve qui percevait des salaires d'ingénieur. Danielle, sa grande sœur, ne les suit pas et préfère rester avec son père dans la ville de Fremont. Seule Sierra part avec sa mère et son beau-père Rick. Morgan Hill est une ville ennuyante pour une jeune fille de 15 ans car elle n'est composée que de fermes. Sierra a du mal à s'y acclimater, elle n'aimait pas le cadre, elle a perdu ses amis et a dû changer d'école. Elle n'a plus son père et sa sœur à ses côtés au quotidien. Elle a dû tout recommencer dans cette ville, elle s'inscrit dans une nouvelle école, elle est arrivée en cours d'année et les amitiés étant déjà faites, elle a eu du mal à s'intégrer.
Quelques mois passent et de nouveau Sierra réussit à se faire apprécier de tous et a enfin son groupe d'amis. Nous sommes le 15 mars 2012 dans la nuit. Sierra appelle son père et sa sœur et leur raconte sa nouvelle vie à Morgan Hill et que finalement ce changement avait du bon. Son père et sa sœur étaient contents de la savoir heureuse parce qu'ils avaient conscience de sa difficulté d'intégration au tout début. Elle a même dit à sa sœur qu'elle avait envie de changer de look et que la prochaine fois qu'elle viendra à Fremont, il faudrait qu'elle l'emmène au coiffeur pour qu'elle change de couleur de cheveux. Ce faisant tard et ayant cours le lendemain, Sierra décide de mettre un terme à la communication téléphonique pour aller dormir. Ils se disent au revoir et se promettent de s'organiser pour se revoir rapidement. Mais en raccrochant, Steve et Daniel ne savaient pas que c'était la dernière fois qu'ils entendraient le son de Sierra. Nous sommes le 16 mars 2012, un jour comme un autre. Rick, le beau-père, se réveille à 6h du matin pour aller travailler tôt, suivi par Marilyn qui réveille Sierra et lui souhaite une bonne journée avant de se rendre également au travail. Sierra se lève doucement et se prépare pour aller prendre son bus afin de se rendre en cours. Avant de prendre la route, elle envoie un message à sa copine sur Twitter et quitte la maison en direction de son arrêt de bus. Elle marche le long des routes désertiques et envoie un autre message à sa copine où elle lui demande si elles peuvent se voir avant le début de cours car le bus dépose Sierra tôt au lycée. 4 minutes après l'envoi de ce message, le bus finit enfin par s'arrêter à la station de Sierra, mais elle ne montera jamais dans ce bus. L'amie à laquelle elle avait envoyé un message l'a attendue à l'entrée du lycée, comme ce qui était convenu, mais Sierra n'est jamais arrivée. Sierra n'arrivera jamais au lycée. Elle s'est comme volatilisée. Ses camarades ne s'inquiètent pas plus que cela, ils se disent que Sierra doit être malade ou qu'elle a eu un imprévu, mais à ce moment-là, personne ne pense au pire. La fin des cours arrive et Marilyn, la maman, comme à son habitude, tente de joindre sa fille pour savoir si sa journée s'est bien passée et à quelle heure elle arriverait à la maison. Elle l'appelle et tombe directement sur la messagerie vocale de sa fille. Le téléphone de Sierra est éteint. La mère est surprise mais ne s'inquiète pas non plus, elle se dit que Sierra n'a plus de batterie et qu'elle la retrouverait à la maison. Marilyn rentre chez elle et se rend compte que sa fille n'est pas là. Son inquiétude grandit. Elle contacte son ex-époux et père de Sierra pour savoir si elle n'est pas venue lui rendre visite sans la prévenir. Steve lui répond que Sierra n'est pas là et qu'il n'a pas réussi non plus à la joindre de la journée. Marilyn appelle immédiatement l'ensemble des amis de Sierra et le lycée. Elle apprend que Sierra ne s'est jamais rendue à l'école ce jour-là. Elle appelle immédiatement la police qui, cette fois-ci, est extrêmement réactive et lance directement un avis de recherche. Le problème est qu'une journée entière s'était écoulée et que la police n'a été avisée qu'au soir. Les enquêteurs ont pris connaissance des tweets du début où Sierra disait qu'elle avait du mal à s'intégrer et qu'un jour, elle retournerait à Fremont. Ils ont commencé à penser que c'était sans doute une fugue de plus. Toutefois, la police remarque des éléments inquiétants. Son téléphone est toujours éteint, ses réseaux ne sont plus alimentés. Sierra n'a tenté de joindre ni son père Steve ni sa sœur Danielle, ce qui est incohérent si elle est partie les rejoindre. En recherchant, il remarque que le téléphone s'est allumé et est éteint dans la nuit. Le lendemain, la police reprend les recherches et se rend à l'endroit où le téléphone a émis. Il retrouve le Samsung Galaxy de Sierra. Au vu de l'état, il n'a pas été simplement posé. Il a vraisemblablement été jeté depuis une voiture. Cette nuit a été pluvieuse. Il pense qu'à ce moment-là, lorsque le téléphone a été jeté au sol, en étant en contact avec l'eau, il y a eu comme un court-circuit et le téléphone s'est rallumé pur éteint, ce qui a permis à la police de le localiser. Comme si Sierra avait de l'au-delà tenté d'envoyer un dernier signal pour aider sa famille à la localiser. En apprenant cela, la famille de Sierra perd espoir. Ils comprennent rapidement que quelque chose de dramatique s'est produit. Le lendemain, la police fait une autre découverte. À 3 km de là, les enquêteurs mettent la main sur le sac de Sierra dans lequel ils retrouvent ses livres, de l'argent, mais la pire des découvertes est ses chaussures, ses chaussettes et les vêtements qu'elle a portés ce jour-là jusqu'à ses sous-vêtements. Des tests ADN sont réalisés qui confirment que ce sont bien les vêtements de Sierra. Mais ce n'est pas le seul ADN retrouvé. Sur le pantalon de Sierra, il retrouve un ADN masculin. La police est maintenant sûre que Sierra a été enlevée par quelqu'un. Une battue est immédiatement organisée et toute la ville de Morgan Hill fait preuve de solidarité. Des affiches sont posées. La disparition de Sierra Lamar a même été présentée dans un épisode de American Most Wanted. Après quelques temps, l'ADN masculin est comparé au FIJAIS et il match. Le FIJAIS est le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Ce fichier a été mis en place pour recenser les individus condamnés pour des infractions sexuelles ou violentes. Il a pour but de prévenir la récidive et de faciliter la surveillance des personnes jugées dangereuses. La fiche d'Antolín García Torres ressort, un délinquant âgé de 21 ans qui habite à quelques mètres de la maison de Sierra. Il vit avec sa mère, sa fille et sa femme, elle-même enceinte de leur second enfant. Il a eu une enfance particulière avec un père alcoolique qui le battait.
Il apparaît sur le fichier des délinquants sexuels car une ex-partenaire l'avait dénoncé après qu'il l'ait agressé sexuellement. Elle avait ensuite retiré sa plainte, mais Antolin est resté inscrit dans ce fichier. Les policiers ne l'arrêtent pas tout de suite, ils veulent à tout prix retrouver Sierra. Ils surveillent Garcia Torres avec un traceur collé sur sa voiture et par des écoutes téléphoniques. Ils remarquent qu'il se stationne régulièrement sur un parking. En s'y rendant, ils voient des caméras de surveillance. Ils y accèdent pour voir ses déplacements le jour de la disparition de Sierra. La police découvre que Garcia Torres va sortir de ce parking avec sa voiture rouge à la même heure que Sierra vers 6 h du matin et que son arrêt de bus ne se trouve qu'à quelques kilomètres de là. Garcia Torres a pour habitude de sortir à cette heure-là pour aller travailler à un supermarché nommé Safeway. La police s'y rend donc et y interroge son employeur. Ils apprennent que ce jour-là, il ne s'est jamais rendu à son travail. Son manager dira également à la police que plusieurs clientes s'étaient plaintes d'une tentative d'enlèvement sur le parking du supermarché, mais qu'aucune n'a pu voir son agresseur. Mais qu'à la dernière tentative d'enlèvement, l'agresseur dans la précipitation avait fait tomber son taser. Le taser a donc été saisi et comparé, et les empreintes présentes correspondent aux empreintes de Garcia Torres. Après 2 mois de surveillance constante, le 21 mai 2012, Garcia Torres a été arrêté par les adjoints du shérif pour l'enlèvement et le meurtre de Sierra Lamar. Son véhicule est saisi et durant la fouille, les enquêteurs découvrent l'ADN de Sierra sur les poignées de la porte intérieure du véhicule et une mèche de ses cheveux a été retrouvée coincée dans une corde dans le coffre. Il n'y a plus de doute, de son vivant ou après sa mort, Sierra a été posée dans le coffre de ce véhicule. Garcia Torres a refusé de fournir toute information concernant la localisation de Sierra Miller. Le 14 mars 2015, la famille de Sierra a pris la décision difficile de mettre fin à ses recherches. Les bénévoles effectuaient des recherches hebdomadaires au cours des 3 dernières années dans l'espoir de trouver le corps ou les restes de Sierra. Il s'agissait du plus long effort de recherche en cours aux États-Unis. Durant le procès, la mère de Sierra a supplié Garcia Torres de lui rendre le corps de sa fille pour qu'elle puisse l'enterrer et reposer en paix. Il est resté tête baissée et a refusé de lui répondre. Bien qu'aucun corps, scène de crime ou arme du meurtre n'ait été retrouvé, les procureurs ont requis la peine de mort contre Garcia Torres. Le 30 juillet 2017, il a finalement été jugé et a été reconnu coupable par un jury pour tous les chefs d'accusation, y compris l'enlèvement et le meurtre de Sierra Lamar. Le jury s'est prononcé contre la peine de mort et a plutôt condamné Garcia Torres à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire met en lumière non seulement l'horreur d'un acte de violence, mais aussi la résilience d'une famille et d'une communauté face à l'incertitude et à la douleur. L'histoire de Sierra Lamar est une tragédie qui nous rappelle à quel point la vie peut être fragile. La disparition de Sierra et l'absence de réponse sur ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là nous interpellent sur la nature humaine, capable du pire, mais aussi d'une solidarité incroyable. Au-delà du crime, cette histoire soulève des questions sur la justice, le pardon et l'espoir, mais surtout sur notre capacité à continuer à chercher la vérité, même lorsque tout semble perdu. Le 26 décembre 1996, dans une ville tranquille de Boulder, Colorado, une affaire secoue l'Amérique entière. La découverte du corps sans vie de John Bennett Ramsey, une petite fille de 6 ans, reine de beauté en herbe, retrouvée morte dans la cave de sa propre maison. Aujourd'hui encore, plus de 25 ans après, l'identité du coupable reste un mystère. Cette affaire, avec ses nombreuses théories et éléments troublants, continue de fasciner et d'intriguer. Dans cette vidéo, plongeons-nous ensemble dans les détails de l'une des enquêtes les plus mystérieuses de l'histoire criminelle moderne. Le contexte familial et la découverte du corps. John Bennett Ramsey est né le 6 août 1990 dans une famille aisée et influente. Son père, John Ramsey, est un homme d'affaires prospère, tandis que sa mère, Patsy Ramsey, est une ancienne reine de beauté qui inscrit sa fille dès son plus jeune âge dans les concours de beauté. John Bennett devient rapidement une figure emblématique des concours, avec ses robes élégantes, son sourire radieux et ses performances sur scène. Mais derrière cette façade de famille parfaite, un drame terrible se prépare. Le matin du 26 décembre 1996, Patsy Ramsey découvre une lettre de rançon sur les marches de l'escalier menant à la cuisine. Cette lettre, longue de 2 pages, réclame la somme de 118 000 $, un chiffre exact qui correspond curieusement au montant du bonus annuel de John. Prise de panique, Patsy appelle immédiatement la police. La famille et la maison deviennent rapidement le centre d'une agitation frénétique. Cependant, après plusieurs heures de recherche infructueuses, c'est John Ramsey lui-même, accompagné d'un ami de la famille, qui découvre le corps de John Bennett dans la cave de leur maison.
Elle a été étranglée, frappée à la tête et son corps montre des signes d'une agression sexuelle possible. Les erreurs dans l'enquête et les premiers indices. Dès le départ, l'enquête est marquée par une série d'erreurs critiques. La scène de crime n'est pas correctement protégée. Des membres de la famille et des amis circulent librement dans la maison, altérant potentiellement des indices cruciaux. De plus, l'équipe de l'enquête est mal préparée pour un crime de cette ampleur, et plusieurs décisions prises au début de l'affaire compromettront les résultats des investigations futures. Le rapport d'autopsie est troublant. Il révèle que Joan Bennett a été étranglée à l'aide d'un garrot, mais aussi qu'elle a subi un traumatisme crânien. La lettre de rançon, elle aussi, intrigue les enquêteurs. Son ton est inhabituel et elle semble avoir été rédigée avec soin, mais des experts en écriture ne parviennent pas à identifier de manière certaine l'auteur. Des traces d'ADN sont également retrouvées sur le corps de la petite fille, mais elle ne correspond à aucun membre de la famille. Les théories autour de l'affaire. L'affaire Joan Bennett Ramsey a rapidement généré de nombreuses théories. La première et la plus évidente est celle de l'intrusion. Selon cette hypothèse, un inconnu serait entré dans la maison, aurait écrit la lettre de rançon et aurait ensuite tué Joan Bennett. Les partisans de cette théorie se basent sur plusieurs éléments. Une fenêtre du sous-sol légèrement cassée, des empreintes non identifiées près de la maison, et l'ADN trouvé sur le corps de la fillette qui ne correspond à personne de la famille. Cependant, une autre théorie plus controversée voit le jour, celle de l'implication des membres de la famille. Certains enquêteurs trouvent suspect le fait que la famille n'ait pas immédiatement découvert le corps de Joan Bennett alors qu'elle était dans leur propre maison. De plus, Patsy Ramsey est soupçonnée d'avoir rédigé la lettre de rançon elle-même, car le stylo et le papier utilisés proviennent de leur domicile. Les enquêteurs se demandent si Joan Bennett n'aurait pas été tuée accidentellement, peut-être dans un moment de colère, et que la lettre de rançon aurait servi à maquiller le crime. L'ombre de Burke Ramsey. Parmi les nombreuses théories, le nom de Burke Ramsey, le frère aîné de Joan Bennett, revient souvent. À l'époque, âgé de 9 ans, Burke était présent dans la maison le matin du drame. Certains théoriciens pensent que Burke aurait pu tuer accidentellement sa sœur et que les parents auraient tenté de couvrir cet acte. Ces spéculations ont été alimentées par le comportement étrange de Burke lors de certaines interviews, notamment en 2016 où il a été jugé trop détaché pour une affaire d'une telle gravité. Malgré ces théories, Burke n'a jamais été officiellement suspecté par la police, il a été interrogé à plusieurs reprises et ses déclarations n'ont jamais semblé incriminantes aux yeux des enquêteurs. Néanmoins, cette piste reste à discuter dans les cercles de True Crime. L'avancée de l'enquête grâce à l'ADN. En 2008, une avancée importante a lieu dans l'enquête. L'ADN retrouvé sur les sous-vêtements de Joan Bennett est réexaminé grâce à de nouvelles technologies. Cet ADN n'appartient à aucun membre de la famille Ramsey et en conséquence, le procureur de l'État décide d'exonérer publiquement la famille de toute implication dans l'affaire. Cela aurait dû marquer un tournant dans l'enquête, mais l'identité de l'individu à qui appartient cet ADN reste à ce jour inconnue. Depuis cette révélation, l'affaire est toujours non résolue. Des détectives privés, des journalistes et même des citoyens amateurs continuent d'enquêter, mais sans succès. Plus de 2 décennies plus tard, les spéculations et les théories continuent d'inonder l'espace médiatique, mais la vérité reste insaisissable. Où en est l'enquête aujourd'hui? Nous sommes maintenant en 2024 et malgré les avancées technologiques et les efforts acharnés de nombreuses personnes, l'affaire Joan Bennett Ramsey demeure une énigme. C'est un mystère qui hante toujours les esprits, une tragédie qui laisse une famille brisée et des millions de personnes à travers le monde avec une seule question. Qui a tué Joan Bennett? Le mystère perdurera-t-il pour toujours ou la vérité éclatera-t-elle enfin? Une chose est certaine, l'histoire de Joan Bennett reste un symbole troublant d'un crime non résolu qui continue de captiver l'imaginaire collectif. Le visage angélique de cette petite fille, reine de beauté, demeure gravé dans les mémoires, rappelant à tous une innocence perdue dans des circonstances terrifiantes. Le 3 mai 2007, dans la station balnéaire paisible de Praia da Luz, au sud du Portugal, un événement tragique se produit. La petite Madeleine McCann, âgée de seulement de 3 ans, disparaît de la chambre où elle dormait avec ses frères jumeaux. Ses parents, Kate et Jerry McCann, dînaient avec des amis dans un restaurant à proximité, surveillant leur enfant à intervalles réguliers. Mais cette nuit-là, Madeleine semble s'être volatilisée. Ce qui devait être des vacances en famille idéales s'est rapidement transformé en cauchemar. Aujourd'hui, après plus de 15 ans de recherche, d'enquête et de spéculation, l'affaire reste non résolue, marquée par des controverses et des rebondissements. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'une des disparitions les plus médiatisées de l'histoire, celle de la petite Maddie McCann.
La disparition et les premières heures critiques. Le 3 mai 2007, Maddie McCann disparaît de l'appartement 5A du complexe de vacances où sa famille séjournait. Ses parents, Kate et Jerry McCann, dînaient avec des amis dans un restaurant situé environ à 50 mètres de l'appartement. Toutes les 20 à 30 minutes, un des adultes retournait à l'appartement pour vérifier si les enfants dormaient bien. À 22h, Kate se rend dans la chambre de Maddie et c'est là que l'horreur frappe. Le lit de Maddie est vide et la fenêtre de la chambre est ouverte. La panique s'empare rapidement de la famille et des amis. Kate retourne au restaurant en criant « Ils ont pris Maddie ». La police portugaise est alertée et les premières heures de recherche s'enclenchent, mais sans succès. Les enquêteurs et les membres de la station balnéaire fouillent chaque recoin, mais la petite fille reste introuvable. Ce qui est frappant, c'est que la disparition de Maddie marque le début d'une série de controverses d'erreurs dans l'enquête qui pourraient avoir coûté à Maddie ses chances d'être retrouvée. Les erreurs policières et les pistes initiales. Les premières 48 heures après la disparition sont cruciales dans toute enquête sur un enlèvement. Pourtant, dans le cas de Maddie McCann, plusieurs erreurs majeures compromettent rapidement l'enquête. La police portugaise tarde à boucler la scène du crime, permettant à de nombreuses personnes de circuler dans l'appartement, potentiellement détruisant des preuves. La zone autour du complexe n'est pas immédiatement sécurisée et les vérifications des témoins sont désorganisées. La première hypothèse est celle d'un enlèvement. Des témoins signalent avoir vu un homme portant un enfant blond dans ses bras non loin du complexe de vacances cette nuit-là. Cependant, malgré plusieurs appels à témoins et des descriptions floues, cette piste ne mène à rien de concret. Rapidement, la police explore d'autres théories, y compris la possibilité que Maddie ait pu sortir de l'appartement elle-même et se perdre. Mais cette hypothèse est rapidement écartée en raison de la faible probabilité qu'une fillette de 3 ans puisse ouvrir une fenêtre et escalader sans aide. Les McCann sous les feux des projecteurs. Alors que l'enquête piétine, les parents de Maddie, Kate et Jerry McCann sont bientôt sous les feux des projecteurs, non seulement comme victimes mais aussi comme suspects potentiels. En septembre 2007, 4 mois après la disparition, les McCann sont officiellement désignés arquidos par la police portugaise, un statut équivalent à celui de suspect formel. Cette décision choque le monde entier. Comment les parents en deuil pourraient-ils être impliqués dans la disparition de leur propre fille? L'accusation repose en partie sur l'analyse des chiens qui auraient détecté des traces de sang et l'odeur de mort dans l'appartement et dans la voiture de location que les McCann ont utilisée plusieurs semaines après la disparition. Cependant, ces résultats ne sont pas corroborés par des preuves scientifiques solides et l'accusation est finalement abandonnée en 2008 lorsque les McCann sont officiellement blanchis. Cette période est difficile pour le couple, qui doit faire face à une immense pression médiatique et à des accusations du public tout en continuant à rechercher leur fille. La couverture médiatique devient alors mondiale et la photo de Maddie avec ses grands yeux et sa mèche de cheveux distincte est placardée dans tous les journaux du monde entier. Les théories entourant la disparition de Maddie. L'affaire McCann est marquée par une série de théories qui, au fil des ans, ont captivé et divisé l'opinion publique. Certaines des principales théories incluent. L'une des premières hypothèses est celle d'un enlèvement par un réseau pédophile international. Praia da Luz avait déjà été le théâtre de plusieurs tentatives d'enlèvement dans les années précédentes. Les autorités portugaises et britanniques explorent cette piste, mais sans parvenir à une conclusion définitive. Cette théorie demeure plausible pour beaucoup, notamment en raison du témoignage de personnes ayant vu un homme suspect près de l'appartement. Une autre théorie est celle du réseau de trafic d'enfants qui aurait enlevé Maddie pour la vendre. Ce genre de réseau est actif dans de nombreux pays et l'idée que Maddie pourrait avoir été emmenée hors du Portugal n'est pas écartée. Cependant, malgré plusieurs signalements de personnes affirmant avoir vu Maddie dans divers pays, aucune preuve tangible ne vient étayer cette piste. La dernière et la théorie la plus controversée est celle impliquant les parents eux-mêmes. Certains pensent que Maddie pourrait être morte dans un accident tragique et que les McCann auraient maquillé cette mort pour éviter des poursuites judiciaires. Cette théorie est alimentée par les analyses des chiens renifleurs et par les incohérences perçues dans les témoignages des McCann. Cependant, cette hypothèse est largement rejetée par la majorité des enquêteurs britanniques et internationaux, faute de preuves solides. Le tournant de 2020 est l'espoir d'une résolution. En juin 2020, une nouvelle piste fait les gros titres. Un suspect nommé Christian Bruckner, un criminel sexuel allemand déjà incarcéré pour des délits graves est lié à l'enquête. Bruckner vivait non loin de Praia da Luz au moment de la disparition de Maddie et a un long passé de crimes, y compris des agressions sexuelles sur des enfants. Les enquêteurs allemands, portugais et britanniques travaillent ensemble pour enquêter sur cette nouvelle piste. Bien que Bruckner nie toute implication dans les disparitions de Madeleine, il reste le principal suspect à ce jour. Cette nouvelle a revivé l'espoir que l'affaire puisse enfin être résolue. Une affaire encore non résolue.
Plus de 15 ans après la disparition de Maddie McCain reste une énigme. Son visage est gravé dans la mémoire collective et des millions de personnes à travers le monde continuent de suivre les développements de l'enquête. La question que tout le monde se pose est qu'est-il arrivé à Maddie cette nuit-là? Les McCain, malgré les années qui passent, ne perdent pas espoir et continuent de rechercher leur fille et croient fermement qu'un jour la vérité éclatera, que Maddie soit vivante quelque part ou que son destin soit plus tragique. Son cas demeure un symbole poignant de la douleur et de l'incertitude que ressentent les familles touchées par la disparition d'un enfant. Ces deux histoires, celle de John Bennett Ramsey et celle de Maddie McCann, partagent de nombreuses similitudes troublantes. Deux petites filles, âgées de seulement quelques années, disparues ou assassinées dans des lieux où elles auraient dû être en sécurité. John Bennett dans sa propre maison et Maddie en vacances avec sa famille. Deux affaires qui ont captivé l'opinion publique à l'échelle mondiale et qui, malgré des décennies de recherche, de théories et de controverses, demeurent non résolues. Ces affaires ont non seulement secoué leur communauté locale, mais elles ont aussi montré les failles de certains systèmes d'enquête, les limites des procédures policières et la pression écrasante des médias sur des familles. Dans les deux cas, les parents ont été pointés du doigt à un moment ou à un autre avant d'être disculpés. Le poids du doute, de l'incertitude et la quête de justice ont hanté les familles pendant des années et continuent de le faire aujourd'hui. Mais au-delà des différences de contexte, l'une se déroulant aux États-Unis et l'autre en Europe, il y a une vérité commune. Des crimes terribles peuvent frapper même dans des environnements les plus protégés et ces mystères non résolus sont des rappels déchirants de la fragilité de la vie humaine. John Bennett Ramsey et Maddie McCann sont devenus des symboles de ces affaires non élucidées qui continuent de fasciner et d'interroger. Chacune de ces enquêtes laisse dans son sillage des questions sans réponse, mais aussi l'espoir persistant que peut-être un jour la vérité sera révélée. Pour les familles de John Bennett et de Maddie et pour tous ceux qui suivent ces affaires, une chose est certaine, tant que le mystère persiste, les recherches pour la vérité ne cesseront jamais. Peut-être qu'avec le temps, les progrès technologiques et la persévérance des enquêteurs, ces deux affaires trouveront enfin une conclusion. L'affaire Charles Cullen, l'ange de la mort. Une figure de confiance, un tueur invisible. Imaginez un lieu où l'on se sent vulnérable, où l'on confie sa vie à des professionnels de santé qui sont là pour nous soigner. Ces lieux sont censés être des refuges, des espaces de guérison, mais parfois, ces lieux abritent des monstres déguisés en anges gardiens. C'est le cas de Charles Cullen, un homme qui, pendant 16 ans, a tué ses patients sans être inquiété. Charles Cullen n'était pas un tueur comme les autres, il ne chassait pas ses victimes dans la rue, il n'utilisait pas d'armes visibles, non, ses armes étaient beaucoup plus subtiles et pernicieuses. Des seringues remplies de digoxine et d'insuline, des produits injectés dans des perfusions qui se mélangeaient avec les traitements, rendant les causes des morts presque invisibles. Une enfance troublée, un début de carrière discret. Né en 1960, Charles Cullen a grandi dans une famille nombreuse du New Jersey. Sa vie est marquée par des pertes tragiques, notamment la mort prématurée de sa mère dans un accident de voiture. Cet événement est souvent cité dans le catalyseur de ses troubles psychologiques. Après avoir brièvement servi dans l'armée, il tente à plusieurs reprises de se suicider. Cullen se tourne vers les soins infirmiers. Son passage dans plusieurs hôpitaux lui donne rapidement accès aux médicaments et aux patients les plus vulnérables. Mais c'est à cet instant que ce côté obscur commence à émerger. Des morts suspectes, des hôpitaux silencieux. Pendant 16 ans, Charles Cullen traverse dans pas moins de 10 hôpitaux. Partout où il passe, des patients meurent mystérieusement. Ses premières victimes sont découvertes dans les années 90, mais personne ne fait de lien entre ces décès soudains et l'infirmier calme et réservé qu'il est. Chaque fois qu'un soupçon naît, Cullen démissionne, change d'établissement et continue son macabre travail ailleurs. Pourquoi personne ne l'a stoppé plus tôt? La réponse est aussi troublante que les crimes eux-mêmes. Chaque hôpital où il travaillait se contentait de le licencier discrètement ou d'accepter sa démission sans jamais mener d'enquête sérieuse. Il est plus facile de taire les scandales que de les exposer et c'est ainsi que Cullen a pu continuer. L'enquête qui l'a fait tomber. Ce n'est qu'en 2003 que l'étau se resserre autour de Cullen. Alors qu'il travaille à l'hôpital Somerset, plusieurs collègues remarquent des décès étranges. Le pharmacien de l'hôpital découvre des anomalies dans les commandes des médicaments, notamment une hausse inexpliquée des demandes de digoxine, un produit utilisé pour traiter les troubles cardiaques mais mortel en surdose. Les autorités commencent enfin à s'intéresser à Cullen après une surveillance accrue et ils trouvent suffisamment de preuves pour l'arrêter. Lors de son interrogatoire, Cullen admet avoir tué au moins 40 personnes, mais les experts estiment que le nombre réel pourrait atteindre 400 victimes. Le procès et les révélations. En 2006, Charles Cullen est condamné à 18 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant son procès, il déclare que ses actes étaient motivés par une envie de mettre fin aux souffrances des patients, mais beaucoup de ses victimes n'étaient pas en danger immédiat et certains patients se rétablissaient avant que Cullen ne décide d'intervenir. L'histoire de Charles Cullen expose les failles du système hospitalier américain et la vulnérabilité de ceux qui lui font confiance. Comment cet homme a-t-il pu échapper si longtemps à la justice et combien de vies innocentes ont été détruites avant qu'il ne soit arrêté?
L'affaire Casey Anthony, la disparition mystérieuse de Kaylee Anthony. En juin 2008, la petite Kaylee Anthony, âgée de seulement 2 ans, disparaît pendant 1 mois. Personne ne la signale comme disparue, jusqu'à ce que sa grand-mère appelle la police en juillet pour signaler la disparition de sa petite fille. Ce qui commence comme une recherche d'enfants disparus va rapidement se transformer en l'un des procès criminels les plus médiatisés des États-Unis. Lorsque la police interroge Casey Anthony, la mère de Kaylee, ses explications sont confuses. Elle affirme que Kaylee a été enlevée par une nounou, Zenada Gonzalez, mais cette nounou n'existe pas. Les mensonges de Casey Anthony commencent à s'effondrer. Les mensonges d'une mère suspecte. Pendant 1 mois, alors que sa fille est disparue, Casey Anthony ne montre aucun signe d'inquiétude. Elle passe du temps à faire la fête avec des amis, participe à des concours de bikini et se fait tatouer le mot Bella Vita, la belle vie. Ses actions soulèvent des questions. Pourquoi une mère dont l'enfant est manquant continue-t-elle à vivre comme si de rien n'était? Au fil de l'enquête, la police découvre des preuves troublantes. Des recherches sur le chloroforme sur l'ordinateur de Casey, une odeur de cadavre dans sa voiture et la découverte macabre de restes humains près de la maison familiale. Casey Anthony devient la principale suspecte. Le corps retrouvé, le mystère s'épaissit. En décembre 2008, les restes de Kaylee sont retrouvés dans une zone boisée non loin de la maison des Anthony. Le corps de la petite est enfermé dans un sac en plastique. L'autopsie révèle des traces de chloroforme, mais la cause exacte de la mort reste difficile à déterminer. Cette découverte soulève encore plus de questions. Comment un tel acte a-t-il pu se produire sans que personne ne se rende compte? Et pourquoi Casey Anthony a-t-elle attendu 31 jours pour signaler la disparition de sa fille? Un procès sous les projecteurs. Le procès de Casey Anthony commence en mai 2011 et devient rapidement un spectacle médiatique. La nation entière suit l'affaire scandalisée par les révélations. L'accusation soutient que Casey a tué Kaylee pour se débarrasser de ses responsabilités de mère et continue à mener une vie insouciante. La défense, elle, avance une théorie inattendue. Kaylee serait morte par accident en se noyant dans la piscine familiale et Casey, paniqué, aurait caché le corps. Malgré des preuves accablantes, Casey Anthony est acquitté en juillet 2011, provoquant une onde de choc dans l'opinion publique. Comment une mère qui a menti à tant de reprises a-t-elle pu échapper à la justice? Un verdict controversé. Le verdict d'acquittement de Casey Anthony est l'un des plus controversés de l'histoire américaine. Des milliers de personnes expriment leur indignation, estimant que la justice n'a pas été rendue pour Kaylee. Pourtant, les jurés ont estimé que des preuves présentées n'étaient pas suffisantes pour prouver la culpabilité de Casey au-delà du doute raisonnable. Casey Anthony vit aujourd'hui sous une autre identité, mais l'affaire continue de hanter l'Amérique. Pour beaucoup, Kaylee est une victime oubliée dont l'assassin n'a jamais payé pour son crime. Trahison de la confiance. Ces deux affaires, bien que différentes, soulèvent une question commune. Comment des personnes censées être des protecteurs peuvent-elles devenir des bourreaux? Charles Cullen, un infirmier, a utilisé un rôle de soignant pour tuer ceux qu'il était censé guérir. Casey Anthony, une mère, aurait trahi l'amour inconditionnel de son enfant pour satisfaire ses propres désirs. Ces histoires rappellent la fragilité de la confiance que nous plaçons dans ceux qui nous entourent et montrent que parfois les plus grands prédateurs sont ceux qui se cachent derrière un masque de bienveillance. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire où l'amour familial a pris un tournant terrifiant. Il s'agit de l'histoire de Jan Downs, une mère de 3 enfants qui, au lieu de protéger sa famille, a commis un acte atroce qui a choqué tout le pays. Cette affaire nous rappelle que derrière certaines façades de respectabilité peuvent se cacher des trahisons inimaginables. Prenez une grande inspiration et préparez-vous à découvrir le côté le plus sombre de la nature humaine. Un cadre idyllique qui cache l'horreur. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de Phoenix, qui est la capitale de l'Arizona. C'est la 5e plus grande ville des États-Unis avec environ 1,7 million d'habitants. Surnommée la Valley of the Sun, elle est connue pour son climat désertique avec des étés extrêmement chauds et des hivers doux, attirant de nombreux touristes et résidents. C'est dans cette ville qu'est née Jan Downs le 7 août 1955. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Moon Valley à Phoenix, elle a rencontré Steve Downs avec qui elle s'est mariée. Elle s'est ensuite inscrite au collège du Pacific Coast à Orange, en Californie, mais a été renvoyée après 1 an en raison d'un comportement jugé inapproprié et est retournée vivre chez ses parents. C'est donc le 13 novembre 1973 qu'elle finit par épouser Steve Downs avec qui elle a eu 3 enfants. Christy, Cheryl et Danny. Son mariage s'est terminé par un divorce en 1980, peu après la naissance de Danny.
Elle semblait mener une vie relativement ordinaire à Springfield, en Oregon. En tant que mère célibataire de 3 enfants, Diane a projeté l'image d'une mère dévouée et attentionnée. Elle travaillait comme postière et se présentait comme un parent responsable. Mais sous la surface se cachait un côté sombre. Le 19 mai 1983, l'impensable s'est produit. Diane se rend précipitamment à l'hôpital à Mackenzie Springfield avec ses 3 enfants ensanglantés dans la voiture. Son récit est glaçant. Elle raconte que sur une route déserte, un inconnu armé aurait tenté de voler sa voiture et devant sa résistance aurait ouvert le feu sur ses enfants. Christy, sa fille de 7 ans, a survécu à la fusillade malgré une grave blessure par balle au bras gauche. Son fils Danny, âgé de 3 ans, a été paralysé de la taille vers le bas à la suite de ses blessures. Malheureusement, Cheryl, sa fille âgée de 4 ans, n'a pas survécu à l'attaque et est décédée peu après son arrivée à l'hôpital. Jan, quant à elle, a reçu une balle dans l'avant-bras gauche. Cette première version de l'histoire paraît plausible, mais quelque chose cloche. Alors qu'il y avait des éclaboussures de sang partout à l'intérieur de la voiture, Diane n'en avait aucune sur elle. Les premiers soupçons et incohérences. L'enquête débute rapidement. Dès le départ, les médecins et les policiers sont surpris par l'attitude détachée de Diane. Elle ne manifeste aucune émotion en voyant ses enfants blessés gravement et pire, elle semble plus préoccupée par les détails insignifiants de la situation, comme la presse qui allait probablement se retourner vers elle. Le comportement de Diane contraste brutalement avec celui des parents dans ce genre de situation. Elle paraît trop calme pour une personne qui venait de vivre un événement aussi traumatisant. De plus, les enquêteurs trouvent de nombreuses incohérences dans son récit. L'histoire du carjacking ne tient pas face aux preuves matérielles. Aucune trace d'un agresseur n'est retrouvée sur les lieux du crime et la manière dont les enfants ont été blessés ne correspond pas aux explications de Diane. Les autorités commencent à la considérer comme une suspecte potentielle. Les révélations des enfants et les éléments de l'enquête. Pendant ce temps, les enquêteurs passent au crible la vie personnelle de Diane. Il apparaît qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Robert, un homme marié et ancien collègue en Arizona. Cet homme ne voulait pas d'enfants. Diane aurait-elle vu ses enfants comme un obstacle à cette relation? Cela devient une hypothèse clé pour expliquer son acte brutal. Robert, l'amant, a également signalé à la police que Diane l'avait traqué et semblait prête à tuer sa femme pour l'avoir pour elle toute seule. Il a déclaré qu'il était soulagé que Diane soit partie pour l'Oregon et qu'il ait pu à ce moment-là se réconcilier avec sa femme. Malgré les différents interrogatoires, Diane n'a pas dit à la police qu'elle possédait une arme de poing de calibre 22. Mais Steve Downs, son ex-mari, et Robert, son ex-amant, ont déclaré qu'elle en possédait une. Par la suite, les rapports balistiques ont révélé que l'arme utilisée pour tirer sur les enfants correspondait à un revolver que Diane possédait. Des témoins ont attesté voir la voiture de Diane rouler très lentement vers l'hôpital à une vitesse extrêmement lente, contredisant l'affirmation de Diane selon laquelle elle s'était rendue à l'hôpital à grande vitesse après la fusillade. Le moment décisif survient lorsque Christy, l'une des filles de Diane qui a survécu à ses blessures, parvient à retrouver l'usage de la parole. Lorsqu'elle est interrogée, elle révèle que c'est sa propre mère qui a tiré sur ses frères et sœurs alors qu'elle était garée sur le bord de la route, puis qu'elle s'était tiré une balle dans le bras. Ce témoignage est un choc, non seulement pour les enquêteurs, mais aussi pour le public qui avait du mal à croire qu'une mère puisse commettre un acte aussi monstrueux. Le 28 février 1984, Diane finit par être arrêtée 9 mois après l'événement et est inculpée de meurtre, de tentative de meurtre et d'agression criminelle. Le procès et le portrait psychologique de Diane. Le procès de Diane Downs a lieu en 1984 et est largement médiatisé. Les procureurs peignent le portrait d'une femme narcissique, manipulatrice et obsédée par son amant. Ils affirment qu'elle a tiré sur ses enfants pour se débarrasser d'eux et commencer une nouvelle vie avec son amant Robert qui lui avait fait savoir qu'il ne voulait pas d'enfants dans sa vie. Ses gestes froids et détachés pendant le procès ne font qu'alimenter cette image. Elle se présente comme une victime, essayant de convaincre le jury que c'était un homme mystérieux qui avait commis le crime. Cependant, les preuves sont accablantes. La combinaison du témoignage de Christy et des éléments matériels mène à une condamnation pour meurtre et une tentative de meurtre. Le 17 juin 1984, Diane est condamnée à la réclusion en perpétuité plus de 50 ans. Les psychiatres ont diagnostiqué à Diane des troubles de la personnalité narcissique. L'affaire reste l'une des plus troublantes de l'époque et encore aujourd'hui, Diane Downs clame son innocence malgré toutes les preuves contraires. En conclusion, l'histoire de Diane reste l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire criminelle américaine. Une mère, censée être une figure de protection et d'amour, a trahi ses propres enfants de la manière la plus inimaginable. Ce crime soulève des questions profondes sur la nature humaine, la manipulation et l'obsession. Il nous rappelle que parfois, le danger peut venir de ceux qui sont censés être les plus proches de nous et que derrière certains sourires se cachent des intentions terrifiantes.
une enfance heureuse et une âme passionnée. Jessica Easterly est née le 17 août 1976 au Mississippi à l'hôpital de Biloxi. C'est son grand-père, le docteur Clay Easterly, qui était alors médecin au sein de cet hôpital, qui a tenu à la mettre au monde. Jessica a eu une enfance exceptionnellement heureuse en grandissant à Ocean Springs et était extrêmement proche de ses parents, grands-parents, sœurs et cousins. Ses parents sont Donna Smith et Lloyd Easterly. Après elle, sa mère a mis au monde un autre enfant, Clay Edgar Easterly, mais ce bébé est malheureusement décédé 1 heure après l'accouchement. Jessie était alors l'enfant cadette. Elle était au centre de toutes les attentions. Ses amis et sa famille se souviennent avec tendresse d'elle comme étant intelligente, énergique, pleine de vie avec un grand sens de l'humour. Elle a grandi avec ses 2 grandes sœurs, Amanda et Audrey, et entourée par ses cousins-cousines. Bien que ses parents aient divorcé, ils ont décidé de conserver de bonnes relations. Donna, sa mère, a rencontré un homme nommé Rick Smith, puis se remarie avec lui. Jessica a accueilli son beau-père dans son cercle chaleureux, ils ont eu une excellente relation. Jessica aimait les traditions familiales et les vacances en famille, sa couleur préférée était le violet. Elle avait une soif intenable de la lecture et aimait la danse, la musique et les arts de la scène. Jessica va grandir et en 1994, elle obtient son diplôme de l'école secondaire Ocean Springs et a poursuivi ses études à l'université de l'Alabama du Sud où elle a obtenu un diplôme en audiologie et en orthophonie. À l'âge adulte, elle a rencontré des problèmes de santé. Elle a été diagnostiquée du syndrome de la fibromyalgie, qui est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression, souvent associée à une fatigue intense et aux troubles du sommeil. Elle était également sujette à la dépression et à la bipolarité. Des médicaments lui ont été prescrits afin d'atténuer ses symptômes. Vers 2010, alors qu'elle est invitée à une croisière pour fêter l'anniversaire d'un ami, elle fait la rencontre de Justin Turning, pour qui elle a le béguin et ce sentiment semble réciproque. Toutefois, ils finissent par se perdre de vue. 2 années plus tard, ils se retrouvent. Jessica décide de changer d'état pour le rejoindre à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Et en 2015, ils décident de se marier. Jessica devient alors la belle-mère de Gracie, une fille que Justin a eue d'une précédente relation. Les filles se sont très vite bien entendues et Jessie considère Gracie comme sa fille de cœur. Malgré la distance, Jessie reste très proche de sa sœur Audrey et de sa meilleure amie d'enfance, Maria Creel, avec qui elle adorait passer des heures au téléphone pour se raconter leur vie respective. On va avancer de 4 années après le mariage. Nous sommes le 12 août 2019. Quelque chose de grave se produit au point que Jessica veuille à tout prix quitter le domicile conjugal. Elle tente alors de joindre Maria à plusieurs reprises, mais elle ne voit pas ses appels en absence. Lorsque Maria constate ces 3 appels en absence, elle rappelle immédiatement Jessica. Elle remarque à sa voix qu'elle semble effrayée par quelque chose. Jessica supplie alors Maria de venir la récupérer à son domicile car elle devait partir de toute urgence. Maria, vivant en Alabama à 2 heures de route de Jessica et ayant ses 2 enfants en garde, demande alors à Jessica si c'est urgent. Elle lui répond que non, mais qu'il faut qu'elle quitte son domicile. Maria lui demande de se calmer et promet à Jessica que le lendemain, dès qu'elle dépose ses enfants à l'école, elle arrivera à la première heure. Le lendemain, chose promise, chose faite. Maria rappelle Jessica, mais Jessica lui répond qu'elle est avec sa belle-fille au médecin car Gracie a passé la nuit à vomir. Elle lui dit ensuite que tout s'est arrangé et qu'elle n'a plus à venir la chercher, qu'elle la rappellera pour tout lui raconter. Maria est rassurée. Elle attend que Jessica la rappelle. Mais les heures passent et l'appel ne vient pas. Elle lui envoie des messages, mais pas de réponse. La nuit passe sans nouvelles. Le lendemain, nous sommes le 14 août 2019, il est 14h quand Maria reçoit un message du Facebook de Jessie. Quand elle en prend connaissance, elle comprend que c'est Justin, le mari de Jessica. Il lui demande si elle n'avait pas vu Jessica car elle avait disparu. Il a dit à Maria que Jessica avait laissé son téléphone, ses clés, sa carte d'identité à la maison. Maria, déjà inquiétée par l'appel de la veille de Jessica, a rapidement appelé le service de police de la Nouvelle-Orléans pour faire un contrôle de bien-être au domicile de Jessica. Maria a dû insister pour que les policiers daignent se déplacer 48 heures plus tard. La police arrive et retrouve Justin, sa fille et son père. Celui-ci leur propose de rentrer mais la police décline. Ils constatent simplement l'absence de Jessica mais aucune suite. Elle n'est pas déclarée comme disparue et ni son amie Maria ni sa famille ne sont avisés. Le 22 août, toujours sans nouvelles, Maria finit par prévenir la famille de Jessica. Au vu de la passivité de la police, ils décident de se déplacer eux-mêmes. Les sœurs de Jessica, Amanda et Audrey ainsi que leur cousin Doug se sont rendus à la Nouvelle-Orléans pour parler aux détectives. Avant de passer aux locaux de police, ils ont décidé de tourner dans le quartier de Jessica pour repérer les endroits afin de pouvoir organiser une future équipe de recherche. Ils roulent fenêtre baissée et passent de rue en rue quand ils sont interloqués par une odeur nauséabonde. Ils décident de descendre de voiture pour poursuivre leurs recherches à pied dans une zone boisée.
Ils se rapprochent et finissent par faire la macabre découverte. Un corps gravement décomposé allongé, exposé au soleil, malgré l'état du corps qui était vêtu d'un short noir, d'un débardeur noir et de chaussures noires, la famille a immédiatement su qu'il s'agissait de leur sœur et de leur cousine bien-aimée. Ils ne comprennent pas que la police ne l'ait pas découverte plus tôt car le corps était à l'abandon à la vue de tous. Ils ont appelé la police et une quinzaine de policiers se déplacent et le corps de Jessica est emmené à la morgue. Le 1er septembre 2019, la police de l'Alabama prend un écouvillon de l'ADN de la mère de Jessica pour l'envoyer à la police de la Nouvelle-Orléans. La police refuse de commencer l'enquête tant que l'identification du corps n'a pas été confirmée par l'ADN. Ils interrogent tout de même le mari de Jessica, Justin, qui dit être persuadé que Jessica se soit donné la mort et évoque ses problèmes de santé du fait qu'elle voulait intégrer un hôpital psychiatrique, mais qu'elle a fini par choisir de sauter la vie. La famille de Jessica ne sera contactée par Justin que le 2 septembre et cet entretien les laisse dubitatifs. Si Jessica s'était réellement ôté la vie, quelle arme aurait-elle utilisée? Pourquoi personne n'a découvert le corps alors qu'elle était à la vue de tous? Le corps a-t-il été déposé par la suite? Un mois plus tard, nous sommes au mois d'octobre, la famille reste toujours sans nouvelles des résultats du test ADN. Ils insistent et découvrent que l'écouvillon contenant l'ADN de la mère de Jessica pour comparatif a été oublié dans un bureau et n'a jamais été envoyé au laboratoire car personne ne savait où ça devait aller. Cela retarde la confirmation de l'identité, ce qui retarde l'enquête sur Jessica. Le 8 novembre, l'identification est enfin réalisée. Le corps retrouvé est bien celui de Jessica, même si la famille n'avait aucun doute là-dessus. Ils apprennent qu'une fracture est apparente sur le cou de Jessica lorsqu'ils essaient de comprendre l'origine. On leur répond que cette fracture aurait eu lieu lors du transport du corps de Jessica vers la morgue. La famille de Jessica ne souhaitait qu'une chose à ce moment-là, enterrer le corps pour que leur fille repose enfin en paix, mais étant mariée à Justin, c'est lui qui devait s'en charger, mais il a été arrêté entre-temps. En effet, alors qu'il était accoudé à un bar, il entend le prénom de Jessica, une autre femme qui portait le même nom que sa défunte épouse. Il va à la rencontre de cet inconnu et lui dit que sa femme s'étant donné la mort, il voulait qu'elle vienne récupérer tous les vêtements de son épouse. Les gens sont choqués et appellent immédiatement la police et Justin est embarqué. La police découvrira qu'il est aussi impliqué dans la création d'un compte GoFundMe demandant de l'aide pour payer les funérailles de Jessica. Justin dit sur ses comptes GoFundMe « Si vous faites un don, vous recevrez des photos, des vidéos, de la lingerie et même des chaussures exclusives. » Les parents de Jessica sont avisés et ils sont outrés. Ils deviennent de plus en plus suspicieux concernant la mort de Jessica et l'implication de Justin. Ils prennent connaissance du rapport d'autopsie et se rendent compte que Jessica a subi de multiples fractures. Une fracture du nez, une mâchoire cassée, une côte cassée et une vertèbre du cou cassée. Cette dernière blessure ne peut être due qu'à deux causes, soit un accident grave de la route où il y a eu un freinage brusque, soit elle est conséquente à un étranglement. Il demande une analyse toxicologique et on retrouve deux produits extrêmement forts qui ne peuvent être associés à d'autres étant donné leur dosage et côté addictif. Ces médicaments prescrits dans le cadre de sa maladie auraient pu faciliter sa mort car sous emprise, elle ne peut plus se défendre face à une éventuelle agression. Il n'y a que ses proches qui ont connaissance de cette maladie, dont Justin. Le cas de Jessica devient un cold case jusqu'au 15 mars 2020, moment où un couple du quartier de Lakeview contacte Audrey, la sœur de Jessica, et lui dit qu'ils ont retrouvé la carte d'identité et la couverture de Jessica. Audrey appelle le détective et lui dit que le couple a retrouvé à seulement 15 mètres de l'endroit où ils ont retrouvé le corps de Jessica 7 mois plus tôt. Le 7 avril, Audrey rappelle les voisins pour savoir ce qu'il en est. Elle apprend que personne ne les a contactés et qu'il n'y a pas eu de présence policière là où ils ont retrouvé la pièce d'identité et la couverture. La famille de Jessica Abou dépose plainte contre la police qui se déplace enfin au bout de 170 jours pour prendre les déclarations du couple et analyser la tête de lit qui était dans la chambre de Jessica retrouvée jetée pour le ramassage des ordures. L'enquête n'avance pas. En attendant, le corps de Jessica est toujours à la morgue depuis 388 jours et Justin n'a même pas essayé de le récupérer. Il y a des parts d'ombre de la vie de Jessica et Justin qu'il semble important de révéler. Le premier est que Justin avait poussé Jessica à réaliser des films pour adultes avec lui et elle se faisait appeler Viviane et lui Lance Anderson. Elle n'aimait pas le faire, mais Justin l'y forçait. Justin avait d'autres parts d'ombre à son actif. Maria, la meilleure amie de Jessica, avait remarqué que Justin était contrôlant et qu'il isolait Jessica. Il l'obligeait même à mettre le haut-parleur lorsque les membres de sa famille l'appelaient sur son téléphone. Jessica lui avait également révélé qu'il la violentait régulièrement, mais qu'elle restait car il lui disait qu'il avait beaucoup d'amis dans la police et que si elle le quittait, il la tuerait. Même à la mort de Jessica, Justin a continué à publier des vidéos de Jessica dans l'industrie du X. Il était défavorablement connu des services de police pour le port d'armes prohibées et pour un non-respect d'une injonction d'éloignement qui avait été demandée par son ex-partenaire.
Au bout de 601 jours sans nouvelles, la famille de Jessica lance une pétition en ligne pour sensibiliser le procureur Jason Williams à enquêter sur la mort de Jessica. Ils finissent par être reçus par le procureur et la mort de Jessica est enfin requalifiée en homicide et plus en suicide. Un panneau d'affichage à l'effigie de Jessica est mis en place pour obtenir des informations sur sa mort. Le 21 août 2021, Jessica aura enfin un enterrement digne de ce nom. Quelques mois plus tard, le 18 novembre 2022, l'histoire prend une tournure médiatique. La journaliste Jessica Noyle et l'ancien détective Todd McComas lancent un nouveau podcast indéterminé en l'honneur de Jessica. Encore aujourd'hui, sa sœur Audrey ne lâche pas l'affaire, elle a créé une page en soutien nommée Justice for Jessica, dans laquelle elle écrit « J'ai commencé cette page parce que je veux que tout le monde sache ce qu'il s'est passé dans le cas de Jessica. C'est une injustice pour notre famille, mais surtout c'est une injustice pour Jessica. Les disparus et assassinés ne peuvent pas crier à la justice, c'est le devoir des vivants de le faire pour eux. Cette page est dédiée à ma sœur Jessica Esterly de la part d'Audrey. » Jessica Esterly nous rappelle combien les relations humaines façonnent notre existence. Entourée d'amour et de liens familiaux forts, elle a aussi connu la souffrance et la manipulation. Mais même dans les ténèbres, l'amour et la loyauté de sa famille et de ses amis n'ont jamais faibli. Ils continuent de se battre pour la vérité, prouvant que, même face à l'injustice, l'amour et la solidarité sont les forces les plus puissantes. L'héritage de Jessica réside dans cette quête incessante de justice et dans l'amour qui l'entoure, même après sa disparition.